بيضا مدحون ورسمك عنده قيمة راني بعثت لك مرسول واجبيني يا عاصمة بهجة بيضا مدحون ورسمك عنده قيمة راني بعثت لك مرسول واجبيني يا عاصمة من القصب لراس المول القواس والجنينة مرسى قبلت البحور في الزمان ثم تلاقينا باب جديد زوج عيون من الكنتيلة للرميلة بفريزي قائس سيد الدليا القديمة بهجة بيضا مدحون ورسمك عنده قيمة راني بعث لك مرسول. C'est un lieu historique. C'est une ville qui a des millénaires d'histoire, puisqu'elle ne remonte pas, cette ville-là ne remonte pas à l'époque de Bologhine ibn Ziri, qui l'aurait construite au Xe siècle. Mais elle était déjà connue à l'époque phénicienne, au IVe siècle avant l'ère chrétienne, quand elle s'appelait Eikozim. Et nous avons retrouvé des traces, justement, en dehors des portes de Bab Azoun et de Bab el-Oued, nous avons retrouvé des traces de cette occupation phénicienne et de cette occupation romaine. Il y a une légende qui est rapportée par un grammairien latin, Solin, du IIIe siècle, qui dit que ce seraient les compagnons d'Hercule, quand Hercule allait vers le détroit de Gibraltar, qui s'appelait à l'époque les colonnes d'Hercule, c'est lui qui les a écartés, il aurait laissé ici 20 de ses compagnons. Et pour que la ville ne prenne pas le nom d'un des compagnons, ils l'ont appelé Eikozim, qui veut dire 20 en grec. Mais depuis, les travaux qui ont été faits à la marine ont permis de découvrir un lot de pièces de monnaie qui date du IIe siècle avant. Bien sûr, je ne parle pas des poteries, etc. Mais le lot de pièces de monnaie dit exactement Eikozim, qui a été traduit par les linguistes spécialistes en langue punique par île au Mouet. Donc, île au pluriel, ça a été repris par les musulmans, Al-Jazair. Et la contraction de Al-Jazair a donné Alger, d'où le nom de Alger et de Algérie. Et ce nom de Alger a été donné pour la première fois sur un portulan catalan du XIIIe siècle. Citadelle en arabe veut dire Al-Qasaba, donc le quartier a pris le nom de la citadelle. ورسمك عنده قيمة راني بعثت لك مرسول واجبيني يا عاصمة. J'imagine un peu tous les bateaux qui passaient par là et qui payaient la dîme. Sinon, bon, à l'époque c'était la course, donc c'était une pratique ordinaire. Elle était aussi bien pratiquée par les corsaires algériens que par les corsaires français, Surcouf, si je ne m'abuse. C'était quelque chose d'ordinaire, alors que à l'époque, on voulait lui donner une autre dimension de piraterie, alors que le pirate, bien sûr, travaillait à son compte. Alger était structuré. Il y avait tous les syndicats qui étaient représentés, que ce soit les dinandiers, que ce soit les bijoutiers, que tout était structuré comme il se devait. Il y avait un caïd pour les ordures qui était ramené de la Kasbah parce qu'elle était nettoyée. Il y avait 200 canalisations qui amenaient l'eau dans les fontaines. Et il y avait 4 aqueducs qui ramenaient l'eau même de 25 km d'Alger. Le côté de la police était assuré par des biskris, des gens de Biskra, qui veillaient à partir d'un certain moment dans les ruelles de la Kasbah et qui surveillaient aussi les magasins à la fermeture. Il y avait une circulation monétaire extraordinaire. Et vous avez des récits de captivité qui sont extraordinaires. Vous avez des récits de Portugais qui vous racontent leur passage à Alger, où ils disent la beauté du site, la beauté des femmes, les coutumes, etc. Tout près de nous, vous avez Cervantes qui a été prisonnier ici. Il a pu imaginer ici son Don Quichotte. Son Don Quichotte est un homme qui sublime l'idéal. Et pourtant, Cervantes a été marin et il a combattu les troupes ottomanes. C'est pour ça qu'il a été fait prisonnier
à Tunis. On l'a ramené ici à Alger. Alors, évidemment, cette Casbah d'Alger, elle a connu diverses fortunes. Elle a connu tous les peuples de la Méditerranée. On parlait dans cette Casbah la lingua franca. Un mélange de portugais, de français, d'italien, même de slaves, parce qu'il y avait des prisonniers russes ici. Donc il y a eu un corsaire algérien qui s'appelait Portugal. Il y a eu un corsaire algérien qui s'appelait Mourad Raïs et qui était lui hollandais. N'importe qui pouvait accéder aux plus hautes marches du pouvoir à Alger pour peu qu'il soit musulman. يفرح ويقول يوم عيد خاطره يتهنى والقلب يضرى هكذا تمنى في حالته يغير من غرامك يرجع مريض مبرى جاي سيد مقرا مرة حلم سيد والله يحسن عونه ما باع ما شرى يا الحجلة جاك الصياد من بعيد مع نسيم الصبحة والشمس طالعة يا العجاب هاكم هاين وتزيد مخبية في زينك وانتي شايعة مخبية في زينك وانتي شايعة. Je m'intéresse à la vieille ville depuis 1963. Le premier tremblement de terre a eu lieu le 25 janvier 1365, le 12 Rabia 766 de l'Égypte. Et le second, c'est celui de 1716. Il est dit que la terre a tremblé à 10 h du matin, un 4 février. Ce tremblement a bien sûr détruit un certain nombre de maisons. Les gens ont fui. Il y a eu des incendies, il y a eu beaucoup de maisons qui ont été endommagées à la fois intramuros, c'est-à-dire à l'intérieur de la ville, mais aussi à l'extérieur dans ce qu'on appelle le Fas, c'est-à-dire la campagne. Le 4 et 5 février, il y a eu des secousses moins violentes qui se sont répétées pratiquement toute la journée. Et puis le 26 février de la même année, il y a eu une autre secousse aussi violente que la première et qui, elle, a fini par détruire pratiquement toutes les maisons qui étaient endommagées. Là aussi, la population a fui. De cette date du 26 février jusque pratiquement à la fin du mois de juin, la terre n'a pas cessé de trembler. Et on a dénombré environ 20 000 victimes sur 100 000 habitants. Donc à partir de là, il fallait reconstruire la ville. Les maisons de la Casbah n'ont pas de fondation. Ce sont des macro-constructions, c'est-à-dire que c'est comme un château de cartes. Chaque maison soutient l'autre. Les rotules placés de cette manière-là permettaient à la maison de bouger horizontalement et non verticalement. Au niveau des plafonds, vous avez des rondins qui, en quelque sorte, ont l'avantage de résister aux charges horizontales, des secousses, dont elles répartissent et dispersent l'énergie. Et puis, bien sûr, il y a l'incorporation des rondins ou des rotules au-dessus des chapiteaux. Sachant que le tremblement, généralement, est une secousse à l'horizontale, grâce à ces rotules, la construction bouge, c'est certain, mais elle revient à sa place et les destructions sont moins importantes. Ce sont les Algériens, ou les Algérois, donc les habitants de la ville, qui ont reconstruit leur ville en mettant en place ce système-là. L'ont-ils copié sur d'autres? Avaient-ils des connaissances? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir disons du début de l'année 1717, parce qu'il faut penser que la reconstruction a dû commencer à cette époque-là, tous les séismes qui ont eu lieu après, ou du moins tout ce que Alger a pu ressentir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de maison qui soit tombée, mais en tout cas, d'une façon générale, la ville a résisté. Je ne sais pas si au niveau de ce qui est construit, de ce qu'on appelle le parasismique aujourd'hui, on
On ait pris ça en exemple, ou s'il y a d'autres exemples. Quand il y a eu donc, la colonisation, l'occupation d'Alger, les autorités militaires de l'époque se sont installées ici. C'était le général de Bourmont qui s'est installé ici. Ces officiers se sont installés dans les palais de la Casbah. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas cette notion qui a existé comme à l'époque de l'UOT pour le Maroc, où on a construit une nouvelle ville à côté de la vieille ville. Quand les Français sont venus, ils ont démoli complètement ces structures. Ça a été regretté, ça a été utilisé après au Maroc et en Tunisie. Ils n'ont jamais détruit les villes. S'ils avaient l'intention d'occuper, ils auraient construit une ville européenne à partir de Babazoun jusqu'à Dédouche Mourad et plus haut. Il y avait assez de place. Non, le but c'était de détruire. Et quand la destruction a été faite, c'était trop tard. Ils ont regretté, ils ont essayé de rattraper par la suite, mais c'était trop tard. Rien n'a été détruit par la guerre, par l'occupation. Elle a été détruite après l'occupation. Ce qui les intéressait, c'était les axes centraux, c'était la basse Casbah. Ils l'ont cisaillé, ils ont mis des avenues, si vous voyez, elles sont en ligne droite. Tout ça à dessein pour pouvoir tirer en cas d'émeute.